Ce chapitre introduit l'idée de programmes persistants qui gardent les données dans la mémoire permanente et montre comment utiliser de différents types de stockage permanent comme les fichiers et les bases de données. Donc premièrement, on va parler de la persistance. Donc la majorité des programmes qu'on a vus jusqu'à présent sont transitoires dans le sens où ils s'exécutent pour un court laps de temps et ils affichent quelque chose, mais quand ils finissent, leurs données disparaissent. Si tu exécutes le programme à nouveau, il reprend à zéro. D'autres programmes sont persistants, c'est-à-dire qu'ils s'exécutent longtemps ou alors tout le temps. Ils gardent au moins une partie de leurs données en stockage permanent, c'est-à-dire sur un disque dur par exemple. Et s'ils s'arrêtent et redémarrent, ils reprennent d'où ils s'étaient arrêtés. Donc, des exemples de programmes persistants sont les systèmes d'exploitation qui s'exécutent à peu près à chaque fois qu'un ordinateur est mis en route et les serveurs web qui s'exécutent en permanence en attendant que les demandes arrivent sur le réseau. Donc une des façons les plus simples de conserver les données des programmes, c'est par la lecture et l'écriture de fichiers texte. Donc on a déjà vu des programmes qui lisent des fichiers texte. Dans ce chapitre, on va voir des programmes qui les écrivent. Un autre cas classique consiste à stocker l'état du programme dans une base de données. Dans ce chapitre, je vais présenter une base de données simple et un module Pickle qui facilite le stockage de données des programmes. Parlons maintenant de la lecture et l'écriture de fichiers. Donc un fichier texte, c'est une séquence de caractères qui est stockée sur un support permanent, comme un disque dur, une mémoire flash ou un CD-ROM ou une clé USB. Donc, on a déjà vu comment ouvrir et lire un fichier dans le chapitre 9. Maintenant, on va parler de comment écrire un fichier. Donc pour écrire un fichier, il faut l'ouvrir avec le mode W comme second paramètre. On va faire ça maintenant. Si le fichier existe déjà, l'ouverture en mode écriture efface les anciennes données et reprend à vide, donc sois prudent. Par contre, si le fichier n'existe pas, un nouveau fichier est créé. Donc open renvoie un objet fichier qui fournit des méthodes pour travailler avec le fichier. Donc la méthode write, elle écrit des données dans le fichier. Donc si on a par exemple la valeur de retour, c'est le nombre de caractères qui ont été écrits. Donc l'objet fichier garde la trace de l'endroit où il est arrivé. Donc si tu appelles la méthode write à nouveau, elle ajoute des nouvelles données à la suite de ce qui a déjà été écrit à la fin du fichier. Donc si on fait quand on a fini d'écrire, on doit fermer le fichier. Donc on fait sortie.close. Et si on ne ferme pas le fichier, il sera fermé à la fin du programme. Maintenant, on peut ouvrir ce fichier qui se trouve dans le même endroit que l'installation Python et vérifier que les lignes ont bien été écrites. Et oui, effectivement, c'est bon. Maintenant, on va parler de l'opérateur de formatage. Donc l'argument de write doit être une string. Donc si nous voulons mettre d'autres valeurs que des caractères dans un fichier, nous devons les convertir en chaîne de caractères. Donc la façon la plus simple de le faire, c'est en utilisant la méthode str. Donc si on a par exemple une autre possibilité consiste à utiliser l'opérateur de formatage %. Lorsqu'il est appliqué à des nombres entiers, %, c'est l'opérateur modulo, mais lorsque le premier opérande est une string, %, est l'opérateur de formatage. Donc le premier opérande est la chaîne de formatage qui contient une ou plusieurs séquences de formatage qui précisent comment est formaté le deuxième opérande. Et le résultat est une string. Donc par exemple, la séquence de formatage %d signifie que le second opérande doit être formaté en tant que nombre entier en base 10. Donc si on a par exemple chameau le résultat est la string 42 qui ne doit pas être confondue avec la valeur entière 42. Donc une séquence de formatage peut apparaître n'importe où dans la string, donc on peut intercaler une valeur dans une phrase. Par exemple, s'il y a plus d'une séquence de formatage dans la chaîne de caractères, le second argument doit être un tuple. Chaque séquence de formatage correspond à un élément du tuple dans l'ordre. Maintenant, je vais montrer un exemple qui utilise %d pour formater un nombre entier, %g pour formater un float et %s pour formater une string. Donc, erreur à ne pas faire, c'est oublier les guillemets. Donc, le nombre d'éléments dans le tuple doit correspondre au nombre de séquences de formatage dans la chaîne de caractères.
En outre, les types des éléments doivent correspondre aux séquences de formatage. Donc, par exemple, si on fait donc dans ce premier exemple, il n'y a pas suffisamment d'éléments. Dans le deuxième exemple, l'élément n'a pas le bon type. Pour plus d'informations sur l'opérateur de formatage, tu peux consulter la documentation Python. Un autre choix plus puissant, c'est la méthode format de formatage de string, au sujet de laquelle tu peux aussi en savoir plus sur la documentation Python. Parlons maintenant des noms de fichiers et des chemins. Donc les fichiers sont organisés en répertoires, également appelés dossiers. Chaque programme en cours d'exécution a un répertoire courant qui est le répertoire par défaut pour la majorité des opérations. Par exemple, lorsque tu ouvres un fichier en lecture, Python le recherche dans le répertoire courant. Donc le module OS fournit des fonctions pour travailler avec des fichiers et des répertoires. OS, ça signifie système d'exploitation. Donc on peut se servir de la fonction os.getCwd qui renvoie le nom du répertoire courant. CWD, ça signifie répertoire de travail courant. Donc dans cet exemple, le résultat c'est C users del appdata local programs Python 3.6 qui est le répertoire où Python est installé sur mon ordinateur. Donc une string comme ça qui identifie un fichier ou un répertoire s'appelle un chemin. Un simple nom de fichier comme memo.txt est également considéré comme un chemin, mais il s'agit d'un chemin relatif, car il est relatif au répertoire courant. Si le répertoire courant est cusersdel, par exemple, le fichier memo.txt se référerait en fait au fichier cusersdel/memo.txt. Un chemin qui commence par C2 points ou alors par slash sur Mac ou Linux ne dépend pas du répertoire courant, c'est un chemin absolu. Donc pour trouver le chemin absolu d'un fichier, on peut utiliser os.path.appspath. os.path offre d'autres fonctions pour travailler avec les noms et les chemins de fichiers. Par exemple, os.path.exist vérifie si un fichier ou un répertoire existe. S'il existe, os.path.isdir vérifie s'il est un répertoire. De façon similaire, os.path.isFile vérifie si c'est un fichier. Donc os.listdir renvoie une liste des fichiers et des sous-répertoires du répertoire donné. Donc si on fait os.listdir, pour illustrer ces fonctions, je vais écrire un exemple qui parcourt un répertoire, affiche les noms de tous les fichiers et s'appelle lui-même de manière récursive sur tous les sous-répertoires. Donc, maintenant on va exécuter ce programme. J'ai juste interrompu l'exécution pour que ça liste pas tous les fichiers de mon ordinateur. Donc la fonction osPath.join, elle prend un répertoire et un nom de fichier et les concatène pour former un chemin d'accès complet. Le module OS fournit également une fonction appelée walk qui est similaire à celle-ci, mais plus polyvalente. Donc à titre d'entraînement, lis la documentation de cette fonction et utilise-la pour afficher les noms des fichiers d'un répertoire donné et de ses sous-répertoires. Maintenant, on va parler de l'interception d'exception. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer lorsqu'on essaie de lire et écrire des fichiers. Si on essaie d'ouvrir un fichier qui n'existe pas, on va obtenir une erreur. Donc, par exemple, on obtiendra également une erreur si on essaie d'accéder à un fichier pour lequel on n'a pas les permissions ou si on essaie d'ouvrir un répertoire comme fichier. Pour éviter ces erreurs, tu peux utiliser des fonctions comme os.path.exist et os.path.isFile, mais la vérification de toutes ces possibilités nécessiterait beaucoup de temps et de code. Il est préférable d'aller de l'avant et d'essayer et de faire face aux problèmes s'ils se produisent. C'est exactement ce que fait l'instruction try, qui veut dire essaie. Donc la syntaxe ressemble à une déclaration if-else, c'est-à-dire qu'on fait try
La gestion d'une exception par une instruction try s'appelle intercepter une exception. Dans cet exemple, la clause except affiche un message d'erreur qui n'est pas très utile. En général, intercepter une exception te donne une chance de résoudre le problème ou de réessayer ou au moins de terminer le programme avec élégance. Parlons maintenant des bases de données. Donc, une base de données est un fichier ou parfois un groupe de fichiers qui est organisé pour stocker des données. Beaucoup de bases de données sont organisées comme un dictionnaire, en ce sens qu'elles établissent une correspondance entre des clés et des valeurs. Donc, la principale différence entre une base de données et un dictionnaire, c'est que la base de données est sur un disque ou sur un autre support de stockage permanent, si bien qu'elle continue à exister après la fin de l'exécution du programme. Le module DBM fournit une interface pour créer et mettre à jour des fichiers de base de données. À titre d'exemple, je vais donner une base de données qui contient des légendes pour fichiers images. L'ouverture d'une base de données ressemble à l'ouverture d'autres fichiers. Donc c'est import DBM, il faut importer le module d'abord et ensuite le mode C signifie que la base de données doit être créée à vide si elle n'existe pas déjà. Le résultat est un objet de base de données qui peut être utilisé pour la majorité des opérations comme un dictionnaire. Donc lorsque tu crées un nouvel élément, DBM met à jour le fichier de base de données. Donc si on fait DB lorsqu'on accède à un des éléments, DBM lit le fichier. Donc le résultat est un objet octet. C'est pour cela qu'il commence par un B. Un objet octet ressemble à une string à bien des égards. Lorsque tu avanceras dans l'étude de Python, tu verras qu'il y a des différences importantes, mais pour l'instant, on peut l'ignorer. Si tu assignes une autre valeur à une clé existante, DBN remplace l'ancienne valeur. Donc, certaines méthodes de dictionnaire comme keys et items ne fonctionnent pas avec des bases de données, mais l'itération dans une boucle for fonctionne. Donc on peut faire for. Comme dans le cas d'autres fichiers, tu dois fermer la base de données lorsque tu as terminé. Donc db.close. Maintenant, on va parler de sérialiser les données avec Pickle. Donc une limitation de DBM est que les clés et les valeurs doivent être des strings ou des octets. Si tu essaies d'utiliser un autre type, tu obtiendras une erreur. Le module Pickle, par contre, peut nous aider. Donc, il traduit presque tout type d'objet en une string appropriée pour le stockage dans une base de données, et puis il peut retraduire ces strings en objets. Donc, pickle.dumps prend en entrée un objet et renvoie sa représentation en chaîne de caractères. Dumps, c'est un raccourci de dump string, qui veut dire copier sous forme de string. Donc, on peut faire import pickle. Le format n'est pas compréhensible pour les lecteurs humains, il est conçu pour être facile à interpréter pour Pickle. Il y a aussi la fonction pickle.loads, qui est load string, c'est-à-dire charger string, qui reconstitue l'objet. Donc on peut faire T1. Donc même si le nouvel objet a la même valeur que l'ancien, c'est pas en général le même objet. Donc T1. Autrement dit, utiliser Pickle pour sérialiser puis désérialiser un objet a le même effet que de copier l'objet. Tu peux utiliser Pickle pour stocker dans une base de données des données qui ne sont pas une string. En fait, cette combinaison est si connue qu'elle a été encapsulée dans un module appelé shelf. Maintenant, on va parler des pipes. Donc, les systèmes d'exploitation fournissent pour la plupart une interface de ligne de commande, souvent appelée shell. Un shell fournit habituellement des commandes pour naviguer dans le système de fichiers et lancer des applications. Par exemple, sous Unix ou Linux, tu peux changer de répertoire avec CD, afficher le contenu d'un répertoire avec ls et lancer un navigateur web en tapant par exemple Firefox. Tout programme que tu peux lancer à partir du shell peut être également lancé à partir de Python en utilisant un objet pip qui représente un programme en cours d'exécution. Par exemple, la commande Windows dir affiche généralement le contenu du répertoire courant. Donc avec la commande os.popen, on peut la lancer. L'argument de cette fonction, c'est une string qui contient une commande shell.
La valeur de retour, c'est un objet qui se comporte comme un fichier ouvert. Donc on peut lire la sortie du processus dir ligne par ligne avec readLine ou en obtenir tout le contenu avec read. Lorsqu'on a terminé, on ferme la pipe comme un fichier. Donc la valeur de retour, c'est le statut final du processus ls. None signifie qu'il s'est terminé normalement, c'est-à-dire sans erreur. Par exemple, la plupart des systèmes Windows fournissent une commande appelée certutile qui lit le contenu d'un fichier et calcule une somme de contrôle ou une somme MD5. Tu peux en lire plus au sujet de MD5 sur la page Wikipédia correspondante. Cette commande fournit un moyen efficace pour vérifier si deux fichiers ont le même contenu, que la probabilité que des contenus différents donnent la même somme de contrôle est très faible. Autrement dit, il y a peu de chances que cela se produise avant que l'univers s'effondre. Tu peux utiliser un pip pour exécuter certutile à partir d'un programme Python et en obtenir le résultat. Maintenant, on va parler de l'écriture de modules. Donc, tout fichier qui contient du code Python peut être importé en tant que module. Par exemple, supposons que tu as un fichier nommé wc.py, le nom wc pour word count, qui est celui d'un petit utilitaire Unix qui compte notamment le nombre de mots et de lignes d'un fichier texte. Donc, supposons que tu as ce fichier avec le code suivant. Donc, si on exécute ce programme, il lit son propre contenu et il imprime le nombre de lignes du fichier qui est 7. Tu peux également l'importer, donc en faisant import wc. Maintenant, on a un objet module wc. Donc l'objet module fournit la fonction compteur ligne qui se trouvait dans le fichier. Donc si on exécute ce programme, il lit son propre contenu et imprime le nombre de lignes du fichier qui est 7. Tu peux également l'importer en faisant import wc. Maintenant, on a un objet module wc, donc cet objet module, il nous fournit la fonction compteur ligne qui se trouvait dans le fichier. Voilà comment on écrit des modules en Python. Le seul problème avec cet exemple, c'est que lorsqu'on importe le module, il exécute le code de test de la dernière ligne. Normalement, lorsque tu importes un module, il définit de nouvelles fonctions, mais il ne les exécute pas. Les programmes qui seront importés en tant que module utilisent souvent quelque chose comme ça. Donc name, ici, c'est une variable interne définie lorsque le programme démarre. Donc si le programme s'exécute en tant que script, name a la valeur de main. Donc dans ce cas, le code de test est exécuté, sinon le code est importé, le code de test est ignoré. À titre d'entraînement, tape cet exemple dans un fichier nommé wc.py et exécute-le comme un script. Ensuite, exécute l'interpréteur Python et importe wc. Quelle est la valeur à ce moment de name lorsque le module est importé? Attention par contre, si tu tentes d'importer un module qui a déjà été importé, Python ne fait rien. Il ne relie pas le fichier même s'il a été modifié. Si tu veux recharger un module, tu peux utiliser la fonction interne reload, mais il peut y avoir des subtiles difficultés. Par conséquent, la chose la plus sûre à faire est de redémarrer l'interpréteur et d'importer à nouveau le module. Maintenant, je vais donner quelques conseils pour débugger. Donc, lorsque tu lis et que tu écris des fichiers, il peut arriver que tu rencontres des problèmes dus au caractère non imprimable. Ces erreurs, elles peuvent être difficiles à débugger parce que les espaces, les tabulations et les sauts de ligne sont normalement invisibles. Si on a par exemple s égale la fonction interne repr peut nous aider. Elle prend comme argument un objet quelconque et renvoie la représentation en string de celui-ci. Pour les strings, elle représente les caractères non imprimables précédés par des barres obliques inverses. Cela peut être utile pour le débugage. Un autre problème que tu peux rencontrer est que les différents systèmes d'exploitation utilisent des différents caractères pour indiquer la fin de ligne. Certains systèmes comme Unix ou Linux utilisent un saut de ligne représenté comme /n. D'autres utilisent un caractère de retour chariot représenté comme /r. Certains, comme Windows, utilisent les deux. Donc si tu déplaces des fichiers entre les différents systèmes, ces incohérences peuvent causer des problèmes. Pour la majorité des systèmes, il existe des applications qui permettent une conversion d'un format à un autre.